La Bibliothèque nationale de France. Le Centre national de la littérature pour la jeunesse de la BNF invite Anne-Caroline Prévost à explorer le rôle de la littérature dans les rapports entre l'enfant et l'expérience de la nature. Merci infiniment Jacques, tu es tout pardonné, tout est bouleversé en ce moment et merveilleusement bouleversant, mais moi j'adore me souvenir que tu es Jacques Vidal-Naquet avec lequel on adore travailler. Voilà, donc merci au Centre national de littérature pour la jeunesse de nous accueillir en effet dans cette première conférence d'un cycle pour vous. On est en effet partis ensemble sur l'idée que la nature avait tout à voir avec la littérature, vous en avez été d'accord avec nous et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce matin. Pour la Maison des écrivains, je ne vais pas prendre la parole longtemps parce qu'Anne-Caroline Prévost, que nous avons convaincue heureusement de venir vous parler ce matin, a beaucoup de choses à nous apprendre sur cette relation de l'enfance, en tout cas d'un jeune esprit avec la nature. Pour nous, pour la Maison des écrivains et de la littérature, ça fait bien longtemps, peut-être pas assez longtemps, que nous nous sommes interrogés sur cette relation à la fois esthétique, physiologique, physique, sensationnelle, sensitive, de la littérature à la nature, de nous, hommes et femmes d'esprit, à la nature. Et en 2015, et c'est la raison aussi pour laquelle Marie Desplechin est avec nous, on a lancé un Parlement sensible dans le cadre de la COP 21. On ignorait tout de cette COP avant même de lancer cette chose, mais on nous a dit ce serait bien qu'il se passe quelque chose en matière de littérature dans cette programmation internationale. Et on a imaginé ce Parlement sensible, on a commandé 31 discours à 31 écrivains, dont Marie Desplechin, ces auteurs devaient tenir leur discours à l'Assemblée nationale le 14 novembre 2015. Je vous laisse imaginer la suite, attentat, tragédie. Mais ces discours ont été prononcés le 1er février au Vieux-Colombier et il y a un livre qui est paru chez Artaud. Et depuis lors, comme on dit dans les contes, la Maison des écrivains n'a eu de cesse de se pencher sur cette chose, et notamment à travers son programme national d'éducation artistique et culturelle. Je crois que Marie a participé dès ce moment-là à des actions dans les classes, et c'est la raison pour laquelle, Jacques, je suis heureuse que tu rappelles qu'en effet, on lance un programme national de rencontres dans des classes qu'on a appelé... alors au début, c'était un écrivain dans la nature, donc on a lancé un écrivain dans la nature, et puis finalement on s'est dit qu'avec l'article défini, c'était un peu plus... c'était un lancer un peu plus soft, c'est l'écrivain dans la nature. On aime bien l'idée qu'il y ait une sorte de perte de connaissances au sens propre du terme, pour se retrouver de plein pied dans la chose naturelle. Voilà, j'en ai fini, je parle beaucoup trop. Anne-Caroline Prévost, en effet, a été doucement amenée à prononcer cette petite conférence qu'elle va faire. Je dis petite parce que je pense au travail que conduit Gilberte Saille, les petites conférences qu'elle demande à des chercheurs, à des philosophes, à des écrivains, sont des réjouissances pures. Et je pense que c'est ce qui va se passer ce matin avec Anne-Caroline Prévost. Merci Anne d'avoir accepté. Merci. Merci à vous. Je vais m'asseoir. Bonjour à tous, merci beaucoup. Je remercie de cette invitation, je suis très honorée. Et donc c'est un petit peu un exercice nouveau pour moi parce que je ne suis pas du tout... chercheuse en littérature, je suis chercheuse en écologie scientifique. Donc je fais partie de ceux qui font de la science dure, enfin dite dure en tout cas. Mais je suis biologiste de la conservation et ça veut dire que depuis presque 20 ans maintenant, je m'intéresse aux enjeux de protection de la biodiversité. Et depuis un peu moins de 15 ans, je travaille avec les sciences sociales et humaines et sociales pour essayer, voire j'en fais, pour essayer de comprendre comment comment décrire les différents contacts, les contacts dans toute leur diversité qu'on peut avoir avec la nature de proximité autour de chez nous, et donc ce que nous on appelle les expériences de nature. Et ensuite, plus récemment, comment est-ce qu'on pourrait, à partir de ces expériences personnelles, les remettre dans des collectifs pour imaginer ensemble des futurs qui sont plus souhaitables que ce qui nous est annoncé par tout le monde en ce moment. Voilà. Et du coup, je me rapproche des milieux artistiques. Donc, l'invitation était tombée à point nommé, peut-être, pour encourager et continuer une approche professionnelle qui est en cours de mon côté. Donc, j'espère que c'est un point intéressant et important dans notre chemin collectif vers
faire une construction collective de récits du futur. Donc je suis très en attente de vos retours. Voilà. Donc j'ai préparé un texte, parce que c'est un peu la première fois que je fais ça, et c'est parfait, je vais essayer. Ok. Donc le 20 mars 2018, rappelez-vous, les médias avaient longuement relayé la disparition des oiseaux dans les campagnes françaises. Information reprise dès le lendemain par Nicolas Hulot, qui était alors ministre de la Transition écologique et solidaire, et devant l'Assemblée nationale, juste avant qu'il dise ceci, je cite, il dit « Je vais vous présenter un plan biodiversité dans les semaines qui viennent, mais très sincèrement, tout le monde s'en fiche, à part quelques-uns, et moi, je veux un sursaut d'indignation. » Alors, quelques mois plus tard, Nicolas Hulot démissionnait, faute d'avoir pu, disait-il, proposer au gouvernement une même impulsion, une même ambition, une même feuille de route, une même vision. Et encore quelques mois plus tard, en mai 2019, donc il y a un peu moins d'un an, à Paris, se réunissait l'IPBES ou l'IPBES, que je pense personne ne connaît ici, qui est en fait le GIEC de la biodiversité. Donc le GIEC, vous avez appris à connaître à la COP21, mais pour la biodiversité, il y a la même chose, c'est-à-dire un ensemble de scientifiques internationaux. L'IPBES, c'est Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. Donc on est vraiment dans la même catégorie que le GIEC. Et donc le 6 mai 2019, cette assemblée plénière du GIEC se rassemblait à Paris, donc avec plus de 130 pays, et qui finalisait son dernier rapport sur l'état de la biodiversité et de ses contributions pour les populations humaines. Et dans le résumé pour décideurs, qui a été annoncé, enfin qui a été transmis au président Macron le lundi suivant, il confirme, je cite, que la nature et ses contributions vitales aux populations se détériorent dans le monde entier. Voilà. Il confirme aussi que les facteurs directs et indirects des changements se sont intensifiés au cours des 50 dernières années. Tout va bien. Mais son troisième message, et ça c'est vraiment très important, et il est sans appel, donc 130 scientifiques des scientifiques de 130 pays se sont mis d'accord pour dire « Les objectifs de conservation et d'exploitation durable de la nature ne peuvent pas être atteints par nos trajectoires actuelles. Ils ne peuvent être réalisés que par des changements transformatifs sur les plans économiques, social, politique et technologique. » C'est un discours qu'on pourrait croire d'une ONG environnementale. Et quand ils parlent de changement transformatif, ces auteurs disent « ça inclut une réorganisation systémique, y compris des paradigmes, des buts et des valeurs ». Donc si ces auteurs reconnaissent que ces changements transformatifs ne peuvent que se heurter à l'opposition de ceux qui ont intérêt à maintenir le statu quo, ils affirment, et c'est leur dernier message, qu'il est possible de conserver, de restaurer et d'utiliser la nature de manière durable et en même temps d'atteindre d'autres objectifs sociétaux à l'échelle mondiale. Et ils donnent quelques exemples de voies possibles. Alors effectivement, dans l'indifférence quasi générale, la nature et la biodiversité continuent de disparaître ou de se réduire. Et d'autres crises sociales semblent beaucoup plus importantes pour tout le monde. Et pourtant, et c'est là le point de vue dont je pars, tous ces enjeux sont extrêmement liés. Ne serait-ce que parce que nous vivons en dépendance très forte avec le vivant non humain, donc pour nous nourrir, pour nous habiller, pour nous loger le plus souvent, mais aussi pour nous divertir, pour nous ressourcer, pour nous lancer des défis, mais aussi parce que, comme Romain Gary l'affirmait en 1968, il y a bien longtemps, dans sa lettre à Monsieur l'éléphant, que vous connaissez peut-être, je cite, donc il écrit à l'éléphant d'Afrique, et il dit « Demeurer humain semble parfois une tâche presque accablante. Il n'est pas douteux qu'au nom d'un rationalisme absolu, il faudrait vous détruire, afin de nous permettre d'occuper toute la place sur cette planète surpeuplée. Il n'est pas douteux non plus que votre disparition signifiera le commencement d'un monde entièrement fait pour l'homme. Mais laissez-moi vous dire ceci, mon vieil ami. Dans un monde entièrement fait pour l'homme, il se pourrait bien qu'il n'y eût pas non plus place pour l'homme. Tout ce qui restera de nous, ce seront des robots. » Et il continue en disant « Non, nous sommes condamnés pour toujours à dépendre d'un mystère que ni la logique ni l'imagination ne peuvent pénétrer. Et votre présence parmi nous évoque une puissance créatrice dont on ne peut rendre compte en des termes scientifiques ou rationnels. Vous êtes notre dernière innocence. » Et effectivement, dans nos sociétés modernes, nous avons progressivement perdu ce contact avec ce vivant non humain, ce que moi j'appelle la nature ou la biodiversité. D'une part parce qu'elle disparaît de nos environnements quotidiens, donc dans les villes notamment, qui sont très minérales et qui attirent une part de plus en plus grande de nos populations. Et d'autre part car nous y prêtons de moins en moins attention. Donc dans les années 80, le naturaliste américain Robert Pyle s'inquiétait d'une extinction de l'expérience,
de nature, qui selon lui serait, je cite, le germe d'une apathie envers les enjeux environnementaux. Alors en effet, comme l'ont montré les sciences du développement, nous construisons tous, pendant notre enfance, un socle de connaissances, de croyances et d'affects et d'expériences qui deviendra ensuite notre référence de ce qui est bon pour tout ce qui nous arrivera plus tard dans nos vies. Et comme l'a exprimé le psychologue Peter Kahn dans les années 2000, de génération en génération, nous intégrons de moins en moins la nature dans ce socle de référence. Donc notre état normal de nature est plus faible que celui de nos parents et de nos grands-parents, mais nous ne nous en rendons pas compte. C'est ce que cet auteur, Peter Kahn, appelle l'amnésie environnementale générationnelle. Alors par exemple, celles et ceux qui ont plus de 40 ans peuvent se souvenir des trajets en voiture pendant lesquels les pare-brises se constellaient d'insectes écrasés. On était obligé de s'arrêter tous les 2 heures pour nettoyer le pare-brise. Alors maintenant, c'est plus la peine de faire des pauses pour ça. Donc il n'y a plus rien. On peut faire des trajets de 4 heures, les pare-brises sont tout clean. Et les plus jeunes d'entre nous n'imaginent même pas que c'était sale avant, quoi. Et chez les pêcheurs, c'est pareil. Je ne sais pas si maintenant... Enfin, moi, je ne suis pas pêcheur, mais quand vous allez... quand on fait les pêcheurs qui attrapent des gros poissons, c'est cette taille-là, maintenant. Et puis quand vous regardez des photos d'archives, les pêcheurs qui attrapaient des gros poissons, c'était cette taille-là. Et puis avant, c'était cette taille-là. Voilà. Et en fait, maintenant, il n'y en a plus des poissons comme ça. On ne peut même pas imaginer qu'ils n'existent pas. Et donc, le gros poisson, c'est ça, quoi. Voilà. Et alors, aux États-Unis, une étude a montré que les enfants passaient en moyenne 40 minutes par semaine dehors, en 1997. En 2003, c'était seulement 25 minutes. Au Japon, en 2009, 80% des adultes interrogés de 50 à 60 ans déclaraient avoir joué dans des espaces de nature étant enfants. Pour les 20-30 ans, c'était 55%. Pour les 10-20 ans, c'était 3%. En France, en 2015, une étude de l'Institut de veille sanitaire auprès de 800 enfants montre que pendant les jours d'école, près de 40% des enfants âgés de 3 à 10 ans ne jouent jamais dehors. Est-ce que c'est faute de temps ? Est-ce que c'est parce que c'est salissant et dangereux, comme certains le disent ? Est-ce que c'est faute de transmission, de l'envie d'y aller, de la part de leurs parents ou des adultes référents ? Sans doute tout ça à la fois. Alors pourtant, avoir des expériences de nature, c'est fondamental pour le développement cognitif des enfants. Donc apprendre la complexité du monde, de manière intellectuelle, mais aussi pour leur développement émotionnel, ainsi que pour la construction de leurs valeurs et de leurs identités. En effet, la nature regorge d'une diversité de formes et d'espèces à découvrir, à nommer, à classer. C'est un laboratoire à ciel ouvert pour comprendre et tester des relations de cause à effet, pour apprendre à appréhender la complexité. En plus, elle est familière et directement accessible aux enfants, pour peu qu'ils en aient la possibilité de le faire de façon libre, non contrainte. Ce sont aussi des êtres vivants comme les enfants, et ça, ils s'en rendent particulièrement compte, surtout les plus jeunes. Et plus précisément, les animaux, parce qu'ils réagissent à ce que leur font les enfants, souvent toujours de la même façon, et que les enfants peuvent lire leurs réactions comme des marques affectives. Donc les animaux, donc, deviennent facilement des sources d'identification pour eux. Alors même si certains adultes parlent d'irréalisme scientifique, cette identification affective procure un attachement qui aide les enfants à développer leur capacité à recevoir et à répondre à des stimulations extérieures. Voilà. Et plus généralement, pour un enfant, les expériences de nature, elles sont source de joie, de découverte, mais aussi de peur, de tristesse. Et tout ça, ce sont autant de sources de mystère, d'imagination et de créativité. Et enfin, les expériences de nature des enfants participent grandement au développement de leur confiance en eux, de leur montée en capacité, de ce que les Anglais appellent l'empowerment, mais aussi au développement de leurs valeurs et de leur place dans le monde. Alors dans son livre en 2002, Stephen Kellert, toujours un Américain, explique qu'un enfant peut entrer en expérience avec la nature de 3 manières différentes. De manière directe, quand il se retrouve tout seul et non dirigé dans un espace de nature assez peu géré, comme une friche, un ruisseau, un grand arbre. De manière indirecte, dans des espaces avec des activités dédiées, comme un zoo, un jardin ou même un animal de compagnie, mais aussi de manière symbolique ou par procuration, qu'il appelle vicarious en anglais, donc par exemple par les vidéos, les films ou la lecture. Alors les livres pour enfants, je ne suis pas spécialiste de ça, vous beaucoup plus, elles fourmillent d'opportunités d'entrer en expérience de nature par procuration, cette fameuse procuration, par la multitude des plantes, des animaux qui sont mis en valeur, de façon documentaire mais aussi dans la fiction, mais aussi par la grande diversité des mondes de fiction
qui emmène les enfants dans des réalités qui sont pleines d'aventures, de peur, de joie et d'autres émotions tout à fait complexes. Et par ces expériences fictionnelles du vivant, les enfants s'identifient aux héros des histoires qu'ils lisent, qu'ils regardent ou qu'ils écoutent. Alors par ces fictions, mais aussi par ces réalités vécues, les enfants approchent la part enchantée du monde. Cette part qui est non décrite par les sciences et les techniques, et qui est non décrite par la rationalité, qui est, elle, pensée par nos élites comme la seule façon adéquate de voir le monde. Et donc pour citer Max Weber, nos sociétés modernes ont construit un monde désenchanté, où nous apprenons sans cesse le contrôle, où nous avons peur de l'inconnu du coup. Nous apprenons le pouvoir. Alors c'est peut-être pour ça que la nature et la biodiversité nous font si peur, parce qu'elles sont par essence pleines d'inconnus. D'abord, effectivement, parce que nous ne le connaissons pas, mais aussi et surtout parce que ce vivant, il est dynamique, il n'a pas de but, il n'a pas de direction prédéfinie, et c'est d'ailleurs ce qui fait son essence et sa beauté pour un certain nombre d'entre nous. Et donc, accepter l'inconnu, c'est aussi refaire confiance dans ce que nous ne maîtrisons pas, c'est accepter de perdre le contrôle, c'est accepter de ne pas avoir tout le temps le pouvoir, et c'est changer en profondeur notre rapport au monde et finalement nos relations les unes avec les autres. Alors qu'en est-il de la littérature environnementale pour les enfants, qu'elle soit fictionnelle ou documentaire ? Donc j'ai trouvé très peu d'articles scientifiques qui parlaient de ça pour préparer cette présentation, mais j'ai sans doute mal cherché. Mais j'en ai trouvé 2, dont je voudrais vous partager avec vous. Alors le premier a été écrit par Roy Alexander et Ruth Jarman en 2015, et ces 2 auteurs ont suivi l'aventure d'un jury de 46 jeunes en 2011 pour le prix du meilleur livre scientifique de la jeunesse de la Royal Society en Angleterre. Et les chercheurs ici ont montré l'importance de la lecture comme acte social, par le partage que les jeunes font de leur lecture, de leurs découvertes et de leurs émotions. Et le fait de partager et de discuter de ces lectures avec des proches ou un groupe de pairs permet, pour ces auteurs, aux jeunes, d'augmenter leur confiance en eux et leur agentivité dans le monde, leur façon de se prendre le pouvoir en fait. Alors plus tôt en 2010, Stephen Bigger et Jean Webb, 2 chercheurs britanniques, qui sont aussi romanciers et enseignants de littérature pour la jeunesse, ont proposé que même si la littérature est devenue une activité de loisir, elle peut aussi être utile et utilisée pour construire une éducation relative à l'environnement. En effet, elle ouvre toujours un dialogue entre le lecteur et le texte à propos des mondes écrits et des valeurs mobilisées, par exemple dans les textes. Et ce dialogue demande au lecteur de confronter ses propres valeurs avec celles des héros et d'ouvrir potentiellement ses propres perspectives. Donc placés face à des dilemmes, les jeunes lecteurs sont encouragés à prendre position et ils peuvent réinterpréter leur propre histoire de vie et construire une partie de leur futur à partir de ces nouveaux positionnements. Ils peuvent le faire tout seuls, mais ces transformations, d'après ces auteurs, sont facilitées si des séances de discussion et d'échange autour de ces lectures sont organisées, avec leurs pairs, mais aussi avec des médiateurs. Alors les jeunes, disent-ils, peuvent partir de lectures de fiction pour construire leur engagement civique et leur prise de pouvoir, leur agency, dans la cité. Mais pour ça, les auteurs appellent à plus de romans et de fiction, avec pour décor des mondes actuels, en train de vivre et de refléter les crises environnementales et sociales graves que nous vivons. Alors en effet, dans le monde actuel, où les expériences de nature se raréfient au profit d'expériences virtuelles, par des lectures, mais peut-être aussi et surtout par des technologies virtuelles, la question se pose du remplacement pur et simple des premières par les secondes. Et en tout cas, la question se pose pour moi et pour les gens avec qui je travaille dans ma communauté. Et d'ailleurs, une étude réalisée par un de mes anciens étudiants, Min-Sun Truong, auprès de joueurs de World of Warcraft, donc on n'est pas dans la littérature là, on est dans des jeux vidéo. On connaissait sans doute World of Warcraft, qui est un jeu vidéo en ligne à univers persistant, celui qui est joué le plus au monde. Donc cette étude auprès de joueurs francophones suggère que ces joueurs vont dans ce monde virtuel pour se détendre de leur vie stressante, et qu'ils préfèrent pour cela aller flâner ou explorer des régions pleines de végétation. Et si ces expériences virtuelles peuvent avoir, et donc ces expériences virtuelles, elles peuvent avoir des conséquences similaires pour les personnes qui les vivent que des expériences dans la nature vivante, notamment des expériences de déstress et de restauration de l'attention. Non, restauration de l'attention, je ne sais pas, mais déstress en tout cas. Mais la nature vivante, elle offrira toujours plus d'opportunités et de possibilités d'action, ce qu'on appelle des affordances,
que toute nature inventée est pensée par un humain, quelle que soit la complexité du monde créé, ne serait-ce que parce qu'elle est juste pensée par un humain, quoi. Donc en plus, la nature vivante, elle est par essence changeante et imprévisible, ce que ne sera jamais un monde fictif créé par l'humain. Et enfin, nos sociétés ne sont juste tout simplement pas soutenables sans la nature et la biodiversité vivante. Donc revenons un peu à l'essence même du propos. Et donc la question qui reste ici, c'est comment est-ce qu'on peut relier cette attention à la nature vivante avec une attention et une attraction à la nature virtuelle, ou par procuration. Donc pour Bigger et Webb, les deux auteurs de tout à l'heure, qui dans leur article citent John Dewey, les expériences de lire sur le monde et les expériences du monde sont différentes, donc les deux, mais elles peuvent interagir l'une avec l'autre et dans les deux sens. Et pour cela, la mise en mots et le partage de ces expériences sont nécessaires, comme on l'a déjà vu. Mais je voudrais aussi ajouter ici 2 points d'attention qui me semblent intéressants, en tout cas que je pourrais discuter avec vous. Le premier réside dans le degré de cohérence des mondes vivants et des mondes fictionnels. Alors, il n'est pas pour moi question de dire qu'un monde fictionnel doit toujours être cohérent avec le monde réel, hein, parce qu'il peut être complètement imaginaire, et heureusement. Mais pour moi, en tout cas, c'est une question que je vous pose. Un monde qui se présente comme décrivant le monde vivant réel devrait avoir une petite ambition de cohérence. Par exemple, dessiner des fourmis, des coccinelles ou des chenilles à 4 pattes, parce que esthétiquement c'est plus joli, ce qui se passe dans Mille et une pattes de Walt Disney, ça me gêne. Voilà, pour info, le fourmis de DreamWorks, les fourmis elles ont 6 pattes, quoi. Bon. Les fourmis réelles elles ont 6 pattes. Hein. Ouais. Voilà, je préfère le dire. De même, mélanger sans les distinguer des faits scientifiquement avérés avec des faits fictionnels dans un roman, comme ce qui s'est passé dans la trilogie des fourmis de Bernard Werber, ça me perturbe aussi. Après, Bernard Werber, il se présente lui-même comme un romancier, mais je l'ai entendu invité sur France Inter dans une émission scientifique pour parler de la sociologie des fourmis. Donc voilà, il y a quelque chose qui est un mélange des genres. Je ne sais pas. Tout cela me paraît brouiller la réalité vivante plus que la fiction. Et même étonnement à la sortie du film en 3D du Roi Lion, que je n'ai pas vu malheureusement, mais que peut-être vous avez vu, et qui mêle les prises de vue réelles avec des images de synthèse, de telle façon qu'elles sont complètement indissociables les unes des autres. Et pour moi, ce floutage de la réalité rend paradoxalement la frontière entre vivant réel et vivant virtuel encore plus forte. Et mon second point d'intention, c'est l'importance d'accompagner les expériences de lecture ou des expériences virtuelles avec des expériences du monde non virtuelles, pour mettre en scène les interactions entre les deux, qui pourraient avoir du mal à se faire spontanément. Alors en ce moment, il se trouve que je participe à un projet de recherche collaborative entre des chercheurs, des enseignants et des artistes, et notamment l'artiste Étienne Saglio, qui est un magicien qui fait de la magie nouvelle, et qui a créé son dernier spectacle qui s'appelle Le bruit des loups, et qui est un spectacle autour de la relation à la forêt, des enfants et des adultes. Donc on était tous les deux hier à Creil, dans l'Oise, là, et en bord de scène, il disait justement à quel point il avait envie que les spectateurs sortent du théâtre avec l'envie furieuse de se promener dans une forêt réelle pour retrouver les émotions qu'ils ont vécues avec lui, les émotions fortes, et notamment le fait d'avoir fait du feu dans une forêt avec tous les crépitements au crépuscule et les bruits des oiseaux et des animaux. Et que justement, il était que lui, il n'avait pas fait ce spectacle pour empêcher les gens d'aller dans la vraie nature, au contraire. Donc relier imaginaire et réalité se fait sans doute de multiples façons, et je ne suis pas du tout spécialiste de ce domaine, je commence juste à l'explorer. Par exemple, j'ai aussi accompagné un groupe d'étudiants et d'étudiantes il y a 10 jours sur le terrain qui voulaient inventer et tester plusieurs dispositifs pour encourager les habitants des Monts d'Arrée, en plein milieu du Finistère, à imaginer des futurs de leur territoire. Et une de leurs inventions et de leurs tests, c'était un dispositif d'animation qu'ils ont proposé à des primaires où les primaires sont passés dans un monde magique, ils ont passé un portail magique. Et dans ce monde-là, en fait, ils répondaient à des bouleversements climatiques majeurs. Et les élèves devaient décrire par des dessins, des collages, et ensuite écrire une carte postale sur comment ils vivaient dans ce monde qui avait été, dans les monts d'Arrée, transformés de façon magique par des changements climatiques importants. On ne sait pas si c'est magique ou pas, à quel point, mais peu importe. Et donc cette construction, elle se faisait par groupe de 5, avec un médiateur par groupe qui était un des étudiants. Et la mise en mots, les échanges entre pairs et avec un médiateur, tout ça a permis la construction de mondes très étonnants et très disruptifs, mais toujours ancrés dans la réalité cohérente qui était issue du monde réel et cette réalité que ces enfants connaissaient si bien sur les monts d'Arrée.
Et une autre expérience en cours est l'animation d'un comité de science-fiction. Là, je m'adresse plus à des étudiants qui réunit depuis 2 ans des groupes d'étudiants de Sorbonne Université de tout niveau et de toute discipline autour d'artistes, donc ici des romanciers de science-fiction du groupe Zanzibar, mais aussi des comédiens, scénographes, preneuses de son, monteuses, graphistes, pour imaginer et ensuite décrire des mondes dans des futurs contraints post-transition, transition écologique. Donc la première saison, c'était des futurs autour de la ville, le deuxième, c'était autour de l'alimentation. Et là encore, des échanges entre pairs, accompagnés par des professionnels et en lien avec des chercheurs des domaines concernés, permet aux artistes en herbe, comme le propose Yannick Rumpala dans son livre sur la science-fiction, de tirer des fils à partir de signaux faibles que ces artistes en herbe ont observés dans le monde réel et dans le monde actuel. De construire des histoires à partir des premiers mots « et si ?» Et voilà, « et si ?» Et donc l'enjeu de mes prochaines recherches sera d'explorer en quoi le partage de ces créations permet d'alimenter les réflexions, les prises de position, voire des transformations, et lesquelles, chez les futurs lecteurs et autres récepteurs de ces œuvres. Et donc pour conclure, je reprendrai les mots de Serge Moscovici, qui est un penseur de l'écologie politique avant d'être un psychologue social. Et il avait dit à propos de la nature, « La prétendue utopie n'est pas l'invention de ce qui n'existe pas, c'est une façon de voir autrement ce qui peut exister, de le concevoir avec une longueur d'avance. » Et pour cela, comme je cite Ursula Le Guin, que vous connaissez sans doute, qui est une autrice de science-fiction écoféministe, qui a reçu le prix du National Book Award en 2014 et qui, à ce moment-là, a fait un discours où elle disait que les temps étaient durs et que dans ces temps durs, nous allons avoir besoin d'écrivains, d'auteurs, non pas des utopistes, mais des écrivains qui inventent une réalité plus large. Et moi, je pense que nous allons aussi avoir besoin de lecteurs et de lectrices, ainsi que d'accompagnants, pour collectivement construire des ponts entre imaginaire et réel, et pour réenchanter notre monde, pour inventer ensemble des récits collectifs qui permettront ces fameux changements transformatifs majeurs appelés par l'IPBES pour nos sociétés dont nous avons sacrément besoin. Je vous remercie. Ou des remarques. Alors, j'espère que ma question va pas gêner, mais moi je suis auteure jeunesse je suis émue par votre... faut que je me remette là. De documentaires sur la nature. J'ai une formation scientifique. Et quelle place pour le documentaire? Vous parlez de fiction, mais moi j'essaie de faire des documentaires poétiques. Je suis aux éditions du Ricochet, avec une part belle, une illustration qu'on essaie de rendre scientifique par un dialogue avec l'illustrateur ou l'illustratrice, vraiment très nourri, ce dialogue. Mais j'essaie toujours de les embarquer, puis de leur laisser au lecteur un travail à faire pour que s'approprie... Par exemple, j'ai écrit des livres sur la nuit et je suis assez... je décrypte pas plus que ça, je laisse beaucoup de marge au lecteur. Et pour moi, la réalité et la fiction se touchent. C'est compliqué à définir tout ça. Et voilà. Alors, en fait, pour répondre à votre question, elle me fait penser... peut-être que j'ai beaucoup... parler du fictionnel et de l'émotion, etc. Alors je me rends compte que c'est peut-être un biais issu de ce que je vis en tant que scientifique depuis un moment, où on a l'impression, dans la communauté des scientifiques et des gens qui veulent absolument changer le monde, on a tous envie de changer le monde. Ouais. Et donc, et il passe beaucoup la première façon de faire, entre guillemets, qui est encore considérée par beaucoup comme étant la seule, c'est de transmettre de la connaissance sur la biodiversité aux autres, quoi. Avec l'adage que si les gens n'agissent mal, c'est qu'ils ne savent pas. Donc on va leur dire ce que nous on sait, et ensuite ils vont agir mieux. Mais ça c'est faux, ça ne marche pas, quoi. Et donc, en tout cas, ça ne suffit pas du tout. Donc moi, mon angle, c'était surtout de faire autrement. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner de la connaissance. Ça veut dire que, et notamment, mais dans cette connaissance, il y a de la connaissance... de la réalité biologique telle qu'on la connaît, telle qu'elle est décrite par les sciences,
parce qu'elle est mouvante, elle est enrichie en permanence, mais il y a aussi de la connaissance sur comment est-ce que nous, on peut agir, de la connaissance sur comment est-ce que les groupes sociaux peuvent entrer en interaction, etc. Et puis il y a tout ce on connaît aussi, indépendamment de ce que les sachants nous disent. Et donc ce que vous proposez là me semble vraiment intéressant, de donner toujours une place à la construction, au travail du lecteur de vos livres documentaires, parce que sur des sujets comme ceux-là, chacun d'entre nous, on a déjà une propre connaissance empirique. Forcément, on est vivant, donc on est en contact avec le vivant et on a des choses à dire et à penser et à partager avec les sachants, avec des guillemets. Et après, donc après le... Oui, et la deuxième réflexion que ça m'apporte, c'est que la transmission de connaissances, à l'école ou à l'université ou un peu dans tous les publics, elle se fait quand même encore très souvent en opposant connaissance scientifique, rationalité avec émotion. Et comme le disait Serge Moscovici, là, en fait, il a publié un livre en 2002 qui était devenu mon livre de chevet pendant un moment, qui s'appelle De la nature. Et il disait, en fait, il y a des espèces de deux sociétés, ce qu'il appelle la société vécue et la société conçue. Et en gros, c'est, avec mes mots, ce serait, dans nos vies privées, on peut se donner le temps et l'audace d'avoir des émotions. Et par contre, dans nos vies publiques, la société conçue de Serge Moscovici, on n'a pas le droit. Et elle est conçue comme étant rationnelle, technique. Donc lui, il parle de terne et de couleur, quoi. Voilà. Et ça tient pas, en fait. Non, bien sûr, ça tient pas. Ouais. Mais en tout cas, quand les enfants vont à l'école, et ça, je pense qu'on leur demande, actuellement encore, de laisser leurs émotions chez eux. Quand ils sont à l'école, ils sont sérieux. Voilà. Et ça, je pense qu'effectivement, ça tient pas. Et c'est pour ça que moi, en tant que scientifique sérieuse et rationnelle, je parle d'émotion. Et je peux me permettre de le faire. Excusez-moi, j'ai une expérience, vraiment, il faut que je la partage avec vous, sinon je vais craquer. J'ai déménagé dans les Yvelines, dans un tout petit village. J'étais parisienne depuis 15 ans et mes enfants allaient à l'école publique, puis privée à Paris. Puis là, ils sont dans l'école publique du village, classe triple niveau. Ils n'ont pas le même rapport aux autres à l'école. Il y a de la pelouse dans la cour, il y a des poules dans l'école. Et je veux dire, la façon d'aborder, même le rapport à l'enseignement... Pourtant, c'est Madame la maîtresse, mais c'est pas du tout pareil. Ils y vont avec joie. Il y a un problème à l'école du béton. Enfin, je sais pas si c'est Paris ou la ville. Mais je me souviens, il y a 2 ans, il avait neigé très fort. Il les avait confinés dans le préau parce qu'il fallait pas se mouiller les pieds pour pas attraper une pneumonie. Et mes enfants étaient en larmes quand je suis venue les chercher le soir. Voilà. Mais il n'y a pas que à l'école. Hein. J'ai fait une intervention à Planté Cité l'année dernière, qui est un think tank d'aménageurs. Enfin, c'est un comité technique des aménageurs urbains pour mettre de la nature en ville, donc des espaces verts, des trucs comme ça. Et donc, il m'avait demandé de faire une intervention sur la place de la nature en ville. Et donc, je citais des auteurs qui appellent à remettre des opportunités donc de la nature dans la ville, mais aussi à recréer les envies pour les enfants d'y aller, quoi. Et donc je donnais des exemples en disant, à Paris par exemple, j'avais montré dans des grandes villes françaises, on va dire, j'avais montré quelques photos. Il y a des espaces, les espaces verts sont sectorisés entre des espaces pour la biodiversité, où là on peut pas aller, des espaces pour les adultes avec des chemins, des bancs, et puis des espaces de jeu pour les enfants. Et les espaces de jeu pour les enfants, vous avez tous l'image de c'est des grandes plaines de jeu avec un sol stratifié un peu mou, là, pour pas qu'il se fasse mal, et puis tout du plastique, du bois, etc., mais il n'y a pas de végétation. Et à la fin de ma présentation, il y a quelqu'un qui était un aménageur qui avait conçu un écoquartier récemment dans une ville française, et qui m'a dit, écoutez, madame, nous, on a construit un écoquartier, on a fait un espace de jeu pour les enfants, tel que vous le décrivez, et qui était entouré d'un petit bois, parce qu'il restait un petit bois, enfin, quelques pauvres arbres qu'ils n'avaient pas aménagés, quoi. Et en fait, les enfants, ils allaient dans ça. Mais c'était dangereux, alors on a coupé. Voilà. Et donc, il était lui-même désolé. Mais il disait, c'est comme ça qu'on fait maintenant, quoi. Donc, et en fait, on en est là encore, donc il n'y a pas que à l'école qu'on fait ça. Mais donc, c'est vraiment
c'est une pensée systémique à avoir, quoi. Enfin, et c'est pas juste et loin de moi l'idée de pointer du doigt certains des acteurs, parce qu'on est tous concernés là-dedans. Et après, donc moi, mon intuition, mais c'est vraiment un des points possibles et pas du tout le seul, c'est que si on passe par... en fait, la nature, elle fait pas peur, enfin pas très peur. Donc on peut en parler un petit peu, on peut dire allez-y. Et je me dis que si on commence à remettre petit à petit les mots pour parler de nature, de biodiversité dans notre vocabulaire, qu'on les partage, qu'on raconte un peu nos émotions quand on y est allé, ou quand on a lu des choses, ou quand on a vécu des expériences par procuration. Et bien peut-être que cette nature, les mots pour en parler, ou cette biodiversité, elle va peut-être refaire partie, j'espère, de notre culture commune. Et après, petit à petit, on trouvera important de s'en soucier. Et je cite souvent mon président du muséum là, qui avait donné une métaphore qui me paraissait intéressante. Il disait actuellement, dire que Les Misérables ont été écrits par Molière, c'est vraiment passer pour quelqu'un qui est vraiment nul, quoi. Mais par contre, pas savoir reconnaître un Merlin et Tourneau, c'est pas grave. Et ça, c'était intéressant parce que en fait, c'est super différent, un Merlin et Tourneau. et on les côtoie tous les jours. Donc voilà. Merci infiniment Anne-Caroline Prévost. Moi, ça marche, oui, ça marche. Ce que vous venez de dire, évidemment, me dit quelque chose immédiatement, puisque votre président au Muséum national d'histoire naturelle a créé un concours d'écriture de nouvelles. Il se trouve qu'on m'a demandé de faire partie du jury, et que ce qui était formidablement intéressant, c'est de constater à quel point les scientifiques, comme j'allais dire, la philosophie du temps de Socrate avait besoin de la poésie en termes d'aporie, quand le discours arrive à un point extrême et qu'on n'a plus les mots pour dire la pensée, le recours à la poésie peut s'avérer intéressant. Là, il me semblait que cette rencontre entre la littérature, l'invention et le discours scientifique très rigoureux trouvait un équilibre très juste d'inspiration réciproque. Mais ce qui nous a intéressé, nous, à la Maison des Écrivains, dans ce petit périple qu'on mène, ce parcours qui nous conduit à travailler avec vous, avec des chercheurs, c'est justement parce qu'on n'a pas envie de considérer que ni le monde, ni la littérature sont des territoires lisses. Et que pour nous, à la Maison des Écrivains, et pour les écrivains avec lesquels on travaille, je pense que d'aucuns ici ne me contrediraient pas, finalement la littérature est une science naturelle du langage. Et que nommer précisément tel ou tel lichen, c'est redéfinir le monde en l'ouvrant. Et je crois qu'aujourd'hui, une certaine volonté politique est aussi celle-ci. Pourquoi nous aimerions que le gouvernement nous soutienne parfaitement dans notre action, puisque quand on va au ministère de la Transition écologique aujourd'hui, on nous dit bien que oui, ce projet d'inviter des auteurs à travailler, à développer, ils appellent ça un nouvel imaginaire, je ne suis pas sûre, en tout cas à mettre des mots sur ce qui arrive, mais précisément, c'est extrêmement important. Ça, et puis dire aussi, en fait, c'est pas forcément une question, mais ce sont des remarques qui me sont venues en vous écoutant. La catastrophe, on nous parle de catastrophe annoncée. Et je suis allée écouter récemment Jean-Luc Nancy, invité par Jean-Christophe Bailly, au musée du Jeu de Paume. Et Jean-Luc Nancy, philosophe, a dit une chose extraordinairement éclairante sur cette catastrophe annoncée. Un individu ne peut pas se projeter dans un avenir qu'on lui déclare fermé, fini. C'est cette finitude qui broie notre capacité à vivre encore et à trouver la joie de vivre encore. Et c'est pourquoi le recours à l'imagination, oui, au fond, est absolument nécessaire. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter pour l'instant, avant de donner la parole à Marie Desplechin. Je fais passer. Je voudrais juste je n'ai pas mis dans la liste des lectures possibles un article qui est sorti en 2015 qu'en anglais de Kessébir et Kessébir que je pourrais dans un journal de psychologie. Ils ont fait une recension ils ont trouvé en fait 160 mots précis décrivant des objets de nature, soit des noms d'arbres, de plantes, d'animaux ou des objets, en anglais. Ils ont regardé quelle était la proportion de ces mots-là qui étaient présents dans les romans
les films et les chansons populaires depuis les années 1900 ou 1950. Et dans ces 3 corpus, ces mots-là, la proportion de ces mots-là décroît. Et donc cet article était un peu... lançait une alerte en disant... il concluait en disant est-ce que c'est pas le signe que les mots, le vocabulaire pour parler de cette biodiversité diminue, et ce qui serait le signe d'un appauvrissement même de l'imaginaire et de l'intellectuel, enfin je sais pas, de la construction mentale de ce qu'on observe là, quoi. Et dans leur introduction, reprenait une lettre ouverte qui avait été écrite par des professeurs, des enseignants anglais, je sais plus quand, qui critiquaient qui remarquaient le fait que dans des dictionnaires pour enfants Oxford Junior, dans les éditions, vous savez, c'est ces dictionnaires où il y a très peu de mots, en fait, très communs, là. Dans une édition récente à l'époque, il y avait des mots très courants désignant la nature. Alors il y avait canary et blackberry notamment, je me rappelle, qui avaient été enlevés au profit de mots désignant des nouvelles technologies comme blog ou blackberry avec un grand B. Donc ça, c'était leur accroche. Mais du coup, voilà, il y a quelque chose qui peut se passer qui... Voilà, je ne sais pas de signe de quoi, mais j'espère que c'est un signe de rien du tout. Mais voilà. Alors, je vais être très littéraire. Si on se réfère au classique, le livre de la jungle de Kipling, ou encore plus ancien, dans le classique, le Panchatantra indien, qui a été après traduit en arabe, qui a donné le Kalila Wadimna, et qui a été répandu partout dans le monde, qui est arrivé jusqu'à Jean de La Fontaine, qui a mis ça en poésie, où donc ce sont des fables dont les acteurs sont des animaux. Donc on voit des animaux qui remplacent les hommes, qui parlent à la place des hommes, qui jouent le rôle des hommes, parce qu'on leur fait dire des choses qu'entre hommes on ne peut pas dire. Et donc je serais curieux de savoir s'il existe des œuvres de fiction où les animaux racontent leur propre histoire, dans leur propre environnement, et donc leurs propres relations, leur propre destin. Et puis vous-même, éventuellement, puisque vous connaissez cet environnement, vous en êtes familière, vous n'avez pas été tenté donc d'écrire une fiction où les animaux raconteraient enfin leur propre histoire dans leur propre environnement. Alors ça doit pouvoir exister, mais je suis pas... Non, en fait, je ne sais rien du tout. C'est intéressant votre question. Ouais, ouais, je ne sais pas. Ouais. En tout cas, dans ma communauté scientifique, je pense pas qu'on fasse ça. Apparemment, ça existe. Ouais. Il y a des gens qui travaillent, j'ai lu l'année dernière un livre avec quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour adolescents, un livre sur les orques où la personne a beaucoup étudié, faire parler un animal, évidemment. Pardon. Il y a besoin d'un micro. Faire parler un animal, évidemment, c'est compliqué, parce que voilà, on va forcément tomber dans la fiction et dire des choses dont on ne sait rien et qui sont injustes. Mais la tentative, elle existe actuellement, puisque c'est un courant de... Après, je pense que dans les livres pour enfants, il y a un tas de livres qui sensibilisent très très bien des fictions, ou à mi-chemin entre la fiction et le documentaire. Et je pense au livre qui s'appelle La Rencontre, qui est à partir d'une histoire vraie, où il y a un enfant qui est perdu dans une tempête dans une région américaine, enfin un tout petit enfant, et qui glisse dans le terrier d'un blaireau et est recueilli par le blaireau qui a perdu ses petits. Et donc il va vivre quelques jours avec l'animal, et après on retrouve l'animal, il rentre chez lui, et à la fin un voisin tuera l'animal, parce que les blaireaux ça ne va pas. Et c'est un très très beau livre. Et là, le point de vue, c'est un point de vue qui est un point de vue excellent. En fait, on ne peut parler que du point de vue de l'humain, sinon après, c'est une fantaisie. C'est ça. Et quelle que soit la bonne volonté, ça restera une fantaisie. Mais à partir du point de vue de l'humain, il y a quand même un grand nombre de livres que peuvent lire les enfants qui sont justes, qui sont, j'ai du mal à dire vrais, mais en tout cas, qui ne sont pas des trahisons, quoi. Alors j'ai oublié, je vais vous chercher ça dès que j'aurai un petit peu de réseau. C'est en folio, c'est chez Gallimard. Je veux juste signaler que l'année dernière, nous avions publié un numéro de la revue des livres pour enfants sur la question de l'animal et sur la manière nouvelle d'aborder ces questions aujourd'hui dans la littérature de jeunesse, avec un déplacement
par rapport à ce qui pouvait se faire avant, où l'animal était uniquement anthropomorphe, mais avec une nouvelle manière d'aborder ces questions-là. Alors évidemment, j'ai oublié le numéro, mais peut-être que quelqu'un dans la salle le sait. Justement, en pensant à ce numéro, je voulais vous poser cette question. Moi aussi, vous en avez déjà un tout petit peu parlé, mais quel est ce rapport entre les enfants et les animaux ? On a évidemment en littérature pour la jeunesse, c'est un personnage qui est très largement utilisé, encore que pas de façon si ancienne que ça, en tout cas pas avec systématiquement ce rapport enfant-animal, mais c'est une question qu'on se pose régulièrement. Alors évidemment, les documentaires pour la jeunesse parlent beaucoup des animaux, dans les fictions il y a beaucoup d'animaux, que ce soit en album, que ce soit en roman, mais pour les enfants réels, entre guillemets, est-ce qu'on peut dire qu'il y a, je pense que les auteurs pour la jeunesse ou les éditeurs, je pense à Paul Fauché, enfin le père Castor, ont toujours pensé qu'il y avait un lien affectif particulier entre le jeune enfant et l'animal. Est-ce que c'est des choses qu'on étudie ? Alors c'est pas du tout ma spécialité, mais j'ai lu, Stéphane Keller dont j'ai parlé est un psychologue qui travaille beaucoup sur l'éducation à l'environnement chez les enfants, et il a pas mal travaillé là-dessus dans les années 2000, et notamment lui dit que un jeune enfant développe des relations. Donc il a travaillé sur les relations entre un enfant et son animal de compagnie. Et moi, j'ai lu ça avec un peu de scepticisme en disant non, mais l'animal de compagnie, voilà, c'est un peu, voilà, peu importe, c'est pas de la vraie nature, la biodiversité, blabla, tout ça. Et en fait, cet auteur disait, mais en fait, le rapport un jeune enfant développe avec un animal de compagnie, c'est pas du tout le même qu'un adulte développe avec un animal de compagnie. Et notamment parce qu'il y a une force d'empathie, mais de vraie empathie, c'est-à-dire je pense, je suis comme enfin, je me mets à la place de l'autre, je pense comme l'autre et je suis comme l'autre, qui n'est pas du tout rationalisé. Alors que l'adulte rationalise et fait quelque chose, et donc a un rapport beaucoup plus anthropomorphe avec son animal de compagnie. Et d'après cet auteur Keller, il dit que l'enfant il développe des relations d'empathie qui sont réelles, enfin vraiment fortes, et qui peuvent ensuite être développées et transformées dans d'autres relations d'empathie avec des humains et avec d'autres types d'êtres vivants. Donc là, il m'a redonné un petit peu espoir. Enfin, en tout cas, et là, je me suis dit, zut, mes enfants, ils ont raté ça. C'est ce que j'allais dire. Vous nous conseillez pour les enfants, c'est bon pour les enfants, c'est sûr, c'est prouvé. Voilà. Après, voilà. Et puis, par contre, d'autres auteurs beaucoup plus rationnels, enfin, dans une approche beaucoup plus rationnelle, montrent que cette histoire que les enfants, dès très jeunes, savent distinguer le vivant du non-vivant et savent classer aussi les différentes espèces vivantes dans des groupes qui verbalisent et qui nomment pas du tout comme nous, en sachant, mais qui sont très proches en fait de nos groupes, des groupes taxonomiques. Et donc c'est tous les auteurs, les chercheurs qui travaillent sur la folk biology, la connaissance traditionnelle et non médiée par les sciences. Et ça me paraît vraiment très très important aussi. Donc il y a une vraie connaissance empirique et par l'expérience en fait réelle qui est importante chez les enfants et que je pense, si on voulait être un peu provocante, que l'éducation nationale française nie un peu. C'est pas très provocant ça. Il y a pire hein, comme provocation. Ouais. C'est le numéro 308. Alors, j'ai un petit témoignage. J'étais très intéressée par ce que vous avez dit de la disparition des mots concernant la nature depuis 1900, enfin jusqu'à maintenant. Pardon, si je suis là, c'est parce que, en fait, moi, c'est le lien entre la nature et la littérature est vraiment ce qui me porte depuis toujours. Alors, je suis conteuse et auteure de jeunesse. Et je travaille notamment beaucoup pour les tout-petits. Et ma source vive, ce sont les comptines, enfin, dans ma part de mon travail avec les tout-petits. Et les comptines, je me suis souvent demandé, mais est-ce que c'est moi qui vais chercher toujours des comptines de nature ou est-ce que il y a vraiment une prédominance de la nature dans les comptines? Et je pense qu'il y a vraiment une prédominance. Donc on ne parle que de chenilles, de papillons, d'arbres, de fleurs, de poules, de poussins, d'escargots et de pommes. Enfin, moi, je me régale totalement. Et c'est vraiment... et les enfants se régalent, évidemment, parce qu'on se régale ensemble. Mais voilà, donc... effectivement, ça m'interpelle beaucoup de penser que ces mots-là disparaissent dans la littérature et à les puiser dans cette source des comptines, j'ai conscience à quel point c'est
aller à l'endroit où enfin, voilà, la nature était pleinement présente dans l'éducation du tout petit, et enfin c'est plus que de l'éducation, enfin voilà, le partage, la communication avec le tout petit, et que bon voilà, intuitivement moi je vais me ressourcer là, comme j'aime me ressourcer dans la nature, et du coup j'ai de plus en plus conscience à quel point, je suis vraiment heureuse d'avoir vu grâce à la Maison des écrivains et de la littérature, cette invitation, parce que j'ai tout de suite sauté dessus. Je me suis dit, grève ou pas grève, je viens. C'est quelque chose d'essentiel pour moi, voilà, ce lien. Donc voilà, merci en tout cas à vous. Est-ce qu'il y aurait encore quelques remarques ou questions? Dans le fait d'apporter les animaux, l'amour des animaux, de la nature, il y a quelque chose, moi, qui me choque, c'est comme vous venez de le dire, les animaux sont partout, la nature est mise en relief dans les comptines, et puis paradoxalement, toute la cruauté autour des animaux, dès que les enfants grandissent, ils sont en âge de comprendre. Donc il y aurait vraiment un travail à faire là-dessus aussi. Et qui marche évidemment dans l'écologie. Bien sûr. Bien sûr. Mais je pense que ce que vous dites me fait penser à tout ce qui est... mettre en lien ces approches affectives, émotionnelles avec des approches plus rationnelles et cognitives, quoi. Et ça, c'est ce lien-là qui a du mal à se faire, en tout cas, dans l'apprentissage ou l'accompagnement du développement de l'apprentissage, on va dire ça comme ça. Et oui, tout à fait, ouais. Mais après, je ne sais pas comment répondre à votre question maintenant. Et puis, je voudrais juste souligner aussi que mon propos n'est pas de dire d'avoir des injonctions à tous aimer et tout le temps, tous, la nature, les animaux, etc., quoi. On a le droit d'abord, certaines personnes n'aiment pas ça, n'en ont peur, n'ont pas envie d'y aller, et c'est normal. Heureusement, on a une diversité d'humains qui fait partie de la même biodiversité que les diversités des non-humains. Et puis ensuite, en fonction de nos histoires personnelles, des moments, de comment s'élever et des contextes, il y a des moments où on n'a juste pas envie, ou des endroits où on n'a pas envie. Enfin, moi, j'ai pas envie d'avoir des souris dans ma maison, quoi. Voilà, par exemple, et c'est tout. Et personne me fera dire qu'il faut que je garde mes souris dans ma maison. Voilà. C'est pas... Ouais. Ouais. Chacun son espace. Ouais. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Sinon, on va avoir le plaisir de laisser la parole à Marie Desplechin, qui peut... Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Pardon Anne-Caroline. Inutile, mais si utile tout de même de vous présenter Marie Desplechin, auteure, voilà, qu'on aime beaucoup. Et je vais vous donner les 2 derniers titres des livres qu'elle a publiés à l'École des loisirs. J'envie ceux qui sont dans ton cœur en 2019 et l'autre, en fait, dont elle va lire une partie, ou tu lis? Oui, tu lis un extrait. Oui, je vais vous en lire, en fait. C'est Ne ce qu'ils m'ont change demandé. jamais. Donc, Manifeste à l'usage des citoyens en herbe, avec des illustrations d'Aude Picot. Voilà, je pense qu'il est aussi plus ou moins utile de dire que si nous avions créé en 2015 des enjeux, chaque année on crée des enjeux sur la littérature contemporaine qui s'intitulaient Commentaires, un super jeu de mots, Commentaires, il est clair que là c'était plutôt la littérature générale, mais qu'on s'achemine vers la même chose avec la littérature dite pour la jeunesse, mais pour nous il n'y a pas vraiment de différence, c'est pour ça que nous nous sommes bien trouvés avec l'équipe de Jacques Vidal-Naquet, et surtout pour dire qu'en fait on fait la même chose que des scientifiques finalement à la maison, on observe ce qui se passe dans le paysage littéraire, on regarde chez les libraires, on avait bien vu que il y a quelques années la littérature dite plus générale vibrait à nouveau de toutes ces choses naturelles. Il est de même pour la littérature de jeunesse qui ne l'a jamais oublié, elle. Il y a des albums qui paraissent, des livres qui paraissent qui sont absolument magnifiques ces dernières années et je crois qu'il faut y aller franchement, quoi. À toi Marie, merci.
Je voudrais dire qu'en général, dans la littérature jeunesse, ne serait-ce qu'à travers la fiction des dystopies, les séries et tout ça, les questions environnementales, elles sont extrêmement présentes. Pour faire partie de prix, et puis du coup en lire une 60aine de romans ados, par exemple, dans l'été, je veux dire que ça obsède vraiment l'imaginaire des gens qui s'adressent aux adolescents, pour des raisons compréhensibles. Alors, moi j'ai écrit un texte à la demande de Sylvie et de la Maison des écrivains et de la littérature au moment de la COP21. Pour écrire ce texte, j'ai demandé à l'écrire pour les enfants. Et pour l'écrire, j'ai lu un tas de bouquins que j'avais pas lus à l'époque. J'étais consciente globalement de la question, mais je n'étais pas consciente dans le détail. Il y a une espèce de gradation. À un moment, il y a une mesure, on s'approche et donc, je sais pas, j'ai lu les livres de Naomi Klein, voilà, un tas de trucs comme ça. Et m'est arrivé ce qui arrive à nous tous quand nous nous approchons du sujet, c'est-à-dire un moment de sidération. C'est un moment qu'on est très nombreux à partager. C'est le moment où on se réveille la nuit de peur et de colère. C'est un super dur moment. Et le texte, pour les enfants, je l'ai écrit juste après. Donc, c'est un texte qui met un peu ça en forme, l'ampleur de ce que je viens de comprendre et comment on peut s'adresser à un enfant de 8 ans avec ça. Il y a une énorme part de culpabilité et surtout, on ne sait pas quoi dire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on lui dise ? L'Australie brûle, c'est super, et après de toute façon il va y avoir les inondations, les côtes c'est fini, la neige t'emmènera pas tes enfants, il n'y en aura plus, de toute façon la montagne avec la fonte du permafrost s'effondre. Donc, si vous voulez, la somme de données qu'on a à transmettre à un enfant est une chose qui est humainement impossible et qui remet en cause d'une façon vraiment anthropologique le rapport entre les générations. Le texte que j'ai fait, c'est un texte dans lequel j'ai essayé de mettre de l'humour, mais qui dit oui, alors les enfants, les adolescents portent le monde, il n'y a qu'à lire la littérature jeunesse qui est vraie, les héros sont tous des héros qui transforment, qui portent le récit initiatique, c'est vraiment le récit du renouvellement du monde. Donc je termine un petit peu là-dessus, et quand je lis ce texte, franchement, ça me fait encore de la peine pour les enfants. Je me dis, oh mon Dieu, non. Bon. Donc je reste avec ça, ce texte c'était celui que j'avais fait. Et puis le temps passe un peu, et se passe comme, parce que j'ai vu par exemple qu'il y avait des gens qui avaient eu le même sentiment d'horreur en fait du moment de la véritable prise de conscience. Après arrive le moment de la résilience. C'est un truc qui est assez joli, c'est-à-dire on se rend compte comment on va vivre avec ça et comment on va en quelque sorte le métaboliser. Et le métaboliser, ça passe par l'action notamment, et par le déplacement d'un certain nombre de façons de penser. C'est-à-dire, il y a des concepts, vous parliez tout à l'heure des lectures, alors vous, c'est Moscovici, par exemple, et les livres qu'on peut lire qui vont nous donner des outils, parce que franchement, on les a pas, les outils, pour penser ce qui nous arrive. Mais ce qui est assez bien, par exemple, le truc de la résilience, c'est se dire, il y a un tas de gens qui travaillent à les élaborer. Voilà, par exemple, je dis, qui me demande un petit peu d'effort, mais Emilia, je sais à quoi nous tenons, par exemple, elle m'apporte un tas d'outils qui vont m'aider à penser ce que je n'arrivais pas à penser. Et donc, tu as tout ce processus qui se met en place, donc à la place de l'adulte. Et moi, je garde toujours la question de l'enfant. Et un jour, je vois, par chance, j'ai quelques enfants et adolescents dans mon entourage proche. Et je jette un espèce d'emballage à la poubelle. Et là-dessus, une gamine de 12 ans se jette sur moi et me dit « Tu ne vas pas jeter ça, mets-le dans ma chambre, je vais en faire quelque chose. » Et en fait, je me rends compte qu'elle fait ça tout le temps. Je peux jeter rien, en fait. C'est impossible, elle en fait quelque chose. Alors, évidemment, elle n'en fait rien pour le moment, mais le projet est d'en faire quelque chose. Et je me dis, mais 3 enfants ont fait ça. C'est impossible de jeter une paire de baskets chez moi. Je dois encore avoir des stocks de baskets explosés, et ils sont tous très, très sentimentalement... Et ils pensent en faire quelque chose. Bon. Les baskets, à part l'œuvre d'art, je ne vois pas très bien ce qu'on en fera, mais c'est pas exclu. Et je me souviens que moi, j'étais comme ça. C'est-à-dire, ma chambre était une décharge. C'est ce que me disait ma mère. Même quand il y avait des travaux à la maison, je ramassais les copeaux dans les sacs pour les entreposer dans ma chambre en me disant, on peut en faire quelque chose. Ce qui est vrai, je n'ai jamais rien fait, mais il était possible d'en faire quelque chose. Et en fait, je me suis dit, en fait, quand elle dit ça, c'est ça qu'il faut faire, en fait. Il ne faut pas acheter, il faut recycler. C'est l'économie du recyclage, l'économie circulaire, blabla. Et après, je me dis, tous ces emballages, franchement, ils sont marteaux, quoi. Pourquoi ils nous suremballent chaque objet qu'on achète dans 4 emballages ? Et donc, à ce moment-là, le réflexe... Mais c'est moi, j'ai l'habitude, c'est-à-dire quand vous êtes adulte, ça y est, vous êtes cuit d'une certaine manière. C'est-à-dire, vous avez complètement intégré un certain nombre de choses que vous ne réinterrogerez pour la plupart d'entre nous jamais dans votre vie et qui sont de très mauvaises choses. Ce sont des choses nulles. Mais l'enfant, il n'est pas rentré dedans. L'adolescent non plus. Alors, une part des choses qu'il va devoir intégrer qui vont lui servir, mais une part des choses pas du tout. Et je me suis dit, mais c'est une source d'inspiration.
Et non seulement c'est une source d'inspiration, mais c'est une source de coopération. Alors, on va y revenir. Alors, je me suis rendu compte qu'en fait, dès que tu déclines ça, c'est ne jette pas, on l'a tout le temps, par exemple. Mais je vais vous le dire, parce qu'ils se reconnaissent, et nous, on les reconnaît aussi, c'est mais j'ai déjà pris une douche hier. Toute l'adolescence, c'est pas eux qui vont gâcher l'eau en prenant un bain par jour. Ils sont hyper sensibles à la question, hyper économes. Donc voilà, mais continuez. Il ne faut pas prendre un bain par jour, pas du tout. Il faut se laver au lavabo avec 2 litres d'eau et un gant éponge. Voilà. Et le bain, après, on le partage. Je me suis rendu compte que sur un tas d'habitudes quotidiennes, on devait juste les regarder et puis interroger. Et après, il y a un tas de comportements qu'ils ont. Alors, vous parliez tout à l'heure des animaux. Par exemple, l'empathie avec les animaux. Ça, je l'ai repris dedans. Elle est extraordinaire, hein. Et on la voit partout. C'est-à-dire, je connais un petit garçon donc, qui a 8 stinks, qui maintenant a 16 ans, qui est assez mal parti, mais c'est dommage qu'on ne l'ait pas vu à 13 ans, quand, faute d'avoir un animal, il avait apprivoisé une araignée qu'il y avait dans sa chambre. Vous rigolez, mais c'est vrai. Et après, il parlait des araignées. Moi, je me suis renseignée sur les araignées. Alors, une araignée, on peut lui apprendre à sauter. Donc, on peut aussi l'apprivoiser, j'imagine. Et après, il y a toutes les expériences. Un gosse qui ne va pas, emmenez-le voir des chevaux, mettez-le sur un cheval. Les expériences, elles sont faites avec des enfants qui sont dans l'autisme et même n'importe quel enfant. C'est sûr que il n'y a rien à apprendre, c'est donner, quoi. Et donc, j'en ai trouvé tout plein. Et si je n'avais pas été en retard, j'aurais pu en faire beaucoup plus. Et donc, j'ai trouvé 20 items de choses qui sont typiques de l'enfance et de l'adolescence et qu'on devrait pouvoir conserver. Et après, pour faire comprendre mon cheminement de pensée, par exemple, quand il y a le truc sur les emballages, à côté, je mets la doc, puisque moi, adulte, avec vous parliez, l'intérêt d'être sachant, puisqu'il y a beaucoup d'intérêt à être un sachant quand même modeste, c'est que quand on le voit qui dit ne jette pas ça, on peut dire oui, effectivement, et à ce moment-là, parler des déchets, c'est-à-dire fournir l'argument, le replacer dans le contexte environnemental. Ce que j'aimais bien dedans, c'est que là, en faisant ça... Alors, le livre, je continue à vous en parler, oui, hein, c'est ça que je suis là, bon, d'accord. En fait, je fais l'adolescent, qui est une chose que j'adore faire. Donc, je fais un petit texte où l'adolescent ronchonne, voilà. Et après, je fais un petit passage documentaire. Et après, ce qui est un petit peu éditorial, 1 ou 2 petites anecdotes sur 20 trucs. C'est un livre qui est donc... marrant pour les enfants, mais marrant pour les parents aussi, et qui est super lu dans les familles. Parce qu'après, les parents, on est tous super angoissés de savoir ce qu'on va dire à nos enfants et comment on va faire. C'est-à-dire, faites vos courses avec un gosse au supermarché, regardez le plastique qu'il y a. Hein. Franchement, vous avez envie de... Je sais pas, c'est absolument épouvantable. Achetez, par exemple, l'eau, les bouteilles en plastique... Eh ben, un gosse, le jour on lui dit les bouteilles en plastique, en 2050, il y en a plus que du poisson dans la mer. Voilà, tu manges l'équivalent de carte bleue en plastique, ça détruit la vue. Enfin bon, c'est la catastrophe et tout ça parce que c'est du pétrole et que fait gagner de l'argent à énormément de gens et qu'on ne veut pas et qu'on s'est mis dans une telle situation que pour le changer, ce que vous disiez tout à l'heure, ça demande des décisions assez radicales. Il va le comprendre tout de suite. Là, il n'y a pas d'enfants qui sont intelligents ou pas intelligents. Hein. Il a compris à la seconde, même si c'est un crétin dans tous les autres domaines. Et en fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est très proactif. Parce que vous vous dites, Brune Poisson, non, alors c'est très très compliqué. Avant 2040, ça ne va malheureusement pas être possible. Un enfant, c'est à la seconde. Vous achetez une bouteille en plastique, vous dire quoi, une bouteille en plastique? Non, voilà. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez modéliser sur lui, c'est-à-dire avancer avec lui. Et ce qui est intéressant dedans, c'est que ça change aussi le rapport entre les générations. Le premier texte que je le fais, c'est « Moi, je sais, je m'adresse aux enfants ». J'ai lu des bouquins sur l'écologie qu'on fait pour les enfants. On lui dit « Ne jette pas ta bouteille de plastique dans la nature, c'est très très mal ». Franchement, c'est se moquer du monde. Ça fait 50 ans que nous, on couvre la planète de plastique. Ses parents, ses grands-parents, ses oncles, ses tantes, et toute la génération. Et on lui dit « Ne jette pas ta bouteille de plastique ». Franchement, c'est pas bien de faire ça. En revanche, si vous dites, ton premier réflexe, franchement, c'est un bon réflexe, et faisons-le ensemble. C'est-à-dire, c'est une chose qu'on peut partager, et le monde qui arrive, et typiquement ce monde-là, puisqu'on ne sait pas ce qu'il va être. Et de toute façon, si on n'est pas capable de lui imposer les changements radicaux, comme vous le disiez si justement tout à l'heure, qui s'imposent, c'est lui qui va nous imposer les changements radicaux. C'est-à-dire, on est en train de se le prendre. Je me demande ce qu'ils vont faire les Australiens dans les 6 mois, et j'attends l'année prochaine avec un petit peu de curiosité.
Et d'ailleurs, à ce propos, quand vous parliez de rationalité, vous disiez que dans la pensée des sachants, peut-être vous pensez aussi les dirigeants, non, les gens qui sont au pouvoir. Ouais. Est-ce que vous avez remarqué que les 3 personnes les plus puissantes actuellement, le pouvoir d'action, et donc dans le bien comme dans le mal, est le plus important, c'est 3 évangélistes. C'est-à-dire ces 3 personnes qui pensent qu'il y a un type barbu dans les nuages qui a décidé que ça se passerait bien, quoi qu'on fasse. C'est Trump, Bolsonaro et ce gars-là, comment il s'appelle? Il a un nom très banal. Oui, en Australie. Et ben voilà, ces 3 évangélistes. Donc la rationalité même des peut-être, non, pas sachant, enfin je ne sais pas très bien comment les appeler, et à interroger. Oui, c'est ça, le mot sachant pose un peu problème. Et donc voilà, la question de l'écologie, enfin, de l'environnement et du changement, du changement, elle bouleverse tout en fait. Elle nous atteint à des endroits où on ne pensait pas qu'elle devrait nous atteindre, c'est-à-dire elle n'est pas circonscrite au fait, par exemple, qu'il n'y aura plus d'oiseaux. Elle est circonscrite à l'idée de ce qu'on transmet et au rapport avec ceux auxquels on a à transmettre. Ça, c'est vraiment une chose qui est passionnante et bouleversante. Donc j'ai fait un petit livre rigolo sur ce substrat un petit peu sinistre. Alors, je ne sais pas quoi vous... Est-ce que je vous lis la petite introduction, après je vous montre comment c'est fait? Vous me dites quand c'est trop long? Alors, j'ai fait une petite introduction qui est sérieuse. Qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est une déclaration de confiance. J'ai confiance en vous, les enfants, les adolescents, tous ceux qui habiteront le monde à venir et qui n'ont pas encore l'âge de voter. J'ai 3 raisons pour cela. D'abord, vous êtes équipés d'un cerveau rapide et souple, nécessaire pour acquérir les savoirs dont vous avez besoin. Ensuite, vous avez une grande capacité d'empathie. Vous partagez naturellement les émotions des autres et vous êtes particulièrement sensible à l'injustice. Enfin, vous n'êtes pas entré dans la société des adultes qui impose une quantité d'habitudes, de désirs et de craintes plus ou moins raisonnables. Bref, je crois dans le plus d'intelligence, de compassion et de créativité que vous détenez. J'admets qu'il vous manque encore des connaissances, des aptitudes et quelques centimètres pour prendre les choses en main, mais je trouve très regrettable que les vieux se privent de vos avis et de vos émotions, surtout aujourd'hui. Alors, je vais continuer un petit peu, mais avant, je voulais dire que, en fait, quand je dis ça, c'est fondé, le travail, c'est de simplifier des textes qui sont des textes vachement plus sérieux. Par exemple, on a énormément de textes sur l'empathie, d'études depuis le début des années 2000, notamment à partir des tout petits sur comment réagit le cerveau. Et voilà, et donc l'idée, c'est mettre à la portée des enfants ce truc-là. Alors ensuite, j'essaie de dire des choses paniquantes sans paniquer. Vous vivez dans un monde qui change énormément, gravement, définitivement, vous le savez. L'activité humaine l'a transformé sans que personne ne mesure les conséquences de cette transformation. D'un côté, les conséquences merveilleuses sur la santé, le confort, le savoir. De l'autre, les conséquences menaçantes sur l'air, sur l'eau, sur la vie. N'importe qui peut constater que les étés sont toujours plus chauds et l'air des villes toujours plus étouffant. Tout le monde est au courant de la disparition des espèces animales et végétales, de la fonte des glaces et de la sécheresse dans les pays du Sud. Ce ne sont pas les informations qui manquent, ni sur le plastique, ni sur les polluants chimiques, ni sur l'urgence de changer nos façons de vivre. Pourtant rien ne change, ou pas grand-chose, et certainement pas assez vite. Il va bien falloir apprendre à vivre sur une planète chamboulée. Comment ferez-vous? C'est en réfléchissant à cette question que j'ai remarqué que vous possédiez quelques admirables qualités pour vous adapter et qu'elles correspondaient souvent à ce qu'on vous reproche. J'ai découvert que fouiller la poubelle, trouver normal de copier sur sa voisine, juger suffisant de se laver un jour sur 2, sont autant de comportements qui devraient être encouragés plutôt que combattus. Quels bons adultes vous seriez si vous arriviez à préserver un peu de votre curiosité, de votre sensibilité et de votre colère. Vous auriez de meilleurs atouts pour demain et la planète avec vous. J'ai pensé, surtout ne changez pas, ou alors pas trop, et puis j'ai fait ce livre, qui s'appelle donc « Ne change jamais », qui est un terme affectueux quand on aime beaucoup quelqu'un. Ces dernières années, c'est un tic de langage de dire « ne change jamais ». Donc après, dedans, ça va jusqu'à les 3 derniers. Alors, il y a les comportements, s'habiller, manger, acheter, voyager et tout. Il y a un verbe à chaque fois. Après, il y a les émotions, protéger, c'est sur les bêtes, et voilà.
Il y a les capacités d'invention. Les gosses, ils sont super créatifs. Hein, jusqu'à 12 ans, c'est dingue. Hein, voilà. Après, c'est malheureusement un peu en berne. Et alors, à la fin, ce serait se moquer d'eux, de leur laisser entendre qu'il suffit de changer son comportement pour que les choses s'arrangent, en fait. Hein, parce que, évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des gens il y a des ennemis, en fait. C'est comme dans un livre pour adolescents, il y a des méchants. Et donc, voilà. Et donc les 3 derniers s'appellent Protester, désobéir et se bagarrer. Et donc, parlent de manif, désobéissance civile et procès, en gros. Hein. Alors, je vous en lis. Vous me dites, encore une fois, vous me dites quand... Alors, par exemple, je peux faire celui sur l'eau. Il s'appelle « J'ai déjà pris une douche hier ». Ils sont complètement fous avec la salle de bain. Je ne suis pas spécialement pour la saleté, mais je me pose des questions. Il est où le drame ? D'accord, je ne me suis pas lavé depuis 2 jours, et alors ? Déjà, je me lève trop tôt, il fait un froid féroce, je suis en retard pour le collège, je vais sauter le petit déjeuner, et en plus, il faudrait que je me douche. C'est pas un peu exagéré ? Si au moins je m'étais roulée dans la boue, ou si j'avais fait 30 km à vélo, mais rien, j'ai passé ma journée vissée à une chaise, parfaitement immobile, à essayer de garder les yeux ouverts. Les seuls muscles qui ont travaillé, ce sont mes paupières, moyennement salissants comme activité. En été encore, on pourrait me dire que j'ai transpiré, ou très dégoûtant la transpiration. Hors été, désolé, je m'en sors très bien avec un peu de talc sous les bras. La seule personne raisonnable là-dedans, c'est ma grand-mère, avec sa bonne vieille hygiène de l'ancien temps. Chez elle, il y avait un bain 1 fois par semaine et tout le monde se trempait dans la même eau. Quand elle entend ça, ma mère hausse les yeux au ciel et elle fait semblant de s'évanouir. Sa vision de la propreté à elle, c'est le bain tous les jours, style mini-piscine, avec savon, parfum, muguet chimique, suivi de lait, crème, huile, mousse assortie. Soit des centaines de litres d'eau pour une seule personne, même pas sale, et qui, de toute façon, se met n'importe quoi sur le corps après. Pardon, mais je ne me sens pas concernée. Maintenant, quand j'entends le mot douche, je sors mon gant de toilette, c'est mon héritage grand-maternel. Elle m'a appris devant le lavabo, tu mets le bouchon et tu fais couler l'eau, 6 litres à vue d'œil. Puis tu trempes le gant dedans, un peu de savon sans parfum, et tu te le passes sur le nez, sous les bras, entre les jambes et sur les pieds, 5 minutes tout compris, et même pas besoin de se déshabiller en entier. Au moins, personne ne peut te reprocher de bloquer la salle de bain pendant des heures. Et donc après, c'est moins rigolo, mais c'est pas très long. Et alors, c'est dur à faire, les parties documentaires. C'est très difficile, le documentaire, surtout que vous utilisez des chiffres d'abord qui sont durs à trouver, qu'il faut recouper. Bon courage, parce que c'est compliqué, parce que comme c'est... Et puis qui sont actuels. Alors, là, le titre, c'est « Sauver l'eau douce ». Il n'a l'air de rien, mais il est précieux et rare. Ce verre d'eau qui trône devant ton assiette, c'est le nectar de l'Olympe. Il n'a l'air de rien, mais il est précieux et rare. L'eau douce ne compte que pour 3% dans l'eau présente sur la planète. Le reste, c'est l'eau de mer. Sur ces 3%, 1% est emprisonné dans les glaces des pôles. Quand elle fondra, ce qui est en train d'arriver, elle se dispersera dans l'eau salée. En 1960, cette eau douce désaltérait, lavait et arrosait les champs de 3 milliards d'humains. En 2020, ils seront devenus 8 milliards. Et en 2050, 10 milliards. La planète peut nourrir des milliards d'habitants, à condition de respecter ses ressources. Le problème, c'est qu'à force de pollution et de gâchis, l'eau manque, et depuis des années. Sur les sols épuisés, les sécheresses à répétition entraînent déjà une baisse de production des céréales et des légumes. Elles favorisent les incendies géants, comme en Australie, en Californie, en Suède, en Sibérie. Surexploités par les hommes, des grands lacs sont en voie de disparition, comme le lac Tchad en Afrique. Salis par les industries, les rivières et les fleuves s'empoisonnent. Le réchauffement et l'exploitation irréfléchie des réserves d'eau douce poussent les gens à quitter leurs terres pour s'entasser dans les villes ou fuir leur pays. Manque de ressources, déplacement des populations, économie effondrée, c'est le cocktail explosif. Beaucoup de guerres, désormais, sont liées aux sécheresses, par exemple en Syrie ou au Soudan. Jusqu'ici, à part les restrictions d'eau pour arroser son jardin, peu de pays ont pris des mesures sérieuses. La bonne nouvelle, c'est qu'elle reste à prendre. Interdire les rejets industriels et agricoles, préférer les cultures économes, voire presque sans eau, à celles qui consomment trop, et même restaurer l'eau de nombreux lacs, fleuves et rivières. Donc voilà, donc c'est une espèce de condensé. Alors on peut mettre, en le lisant, je vois d'autres chiffres qui arrivent et tout, mais on n'en met pas trop. Et après, heureusement, j'étais relue par une éditrice super sévère qui me disait « Tu ne peux pas le dire comme ça, tu ne peux pas le dire comme ça, tu ne peux pas dire ça. » Parce que c'est vite très... Et en fait, ça sert à rien parce que si on a trop peur, on fait rien. Il faut avoir envie, en fait. Faut avoir envie de ce qui va arriver pour le faire arriver. Je pense que la question, c'est vraiment le désir. Et d'ailleurs, je ne pensais pas vous en le lire, mais peut-être je vais vous le lire.
c'est celui qui s'appelle « C'était mieux avant ». Parce que j'ai très tendance, en fait, moi, quand je vois comment j'ai été élevée, il y a un tas de modèles dans les années 60, enfin, dans les années 50, il y a un tas de trucs auxquels on devrait revenir, c'est aussi simple que ça. Maintenant, le « c'était mieux avant » est assez dangereux et un peu saoulant. Attends, où c'est « c'était mieux avant » ? Ah, voilà. 11, non, c'est pas 11, ah oui, 11. Mais c'est n'importe quoi les pages. Ah ben j'y suis. Soi-disant que c'était mieux avant. Déjà, ça commence au collège, comme quoi l'année précédente, ils étaient meilleurs que nous. Pourtant, la classe était pire que l'année d'avant, qui était pire que l'année d'avant, qui était pire que... À force de remonter dans le temps, je suppose qu'on arrive à la classe parfaite. Celle à partir de laquelle tout s'est dégradé. Ça devait être à l'époque de la préhistoire ou du paradis sur Terre, on ne sait pas. Des fois, on dirait que tout était mieux avant, qu'aujourd'hui, tout est pourri. Avant, les jeunes étaient polis, avant, ils travaillaient, avant, il n'y avait pas de violence, avant, les gens avaient tous la même religion, le même habit, la même couleur de cheveux. Avant, ils avaient du respect pour les autres. Sans exagérer, à la fin, je me sens visée, comme si c'était ma faute, la dégradation de tout, comme si juste parce que je suis jeune, j'avais tout fichu en l'air personnellement. Sincèrement, il y a de l'abus. Si je n'avais pas ma grand-mère, je me sentirais complètement coupable et déprimée. Comme elle est très gentille, elle me remonte le moral. Elle me dit « Attends un peu, Poussin, je vais te le raconter moi, le respect d'autrefois. » Après, elle me laisse choisir comme si je devais prendre une carte au hasard dans un jeu posé devant moi. « Tu veux quoi aujourd'hui, mon chéri? Les guerres de religion, la Première Guerre mondiale, la traite des esclaves, la mortalité infantile, la guerre d'Espagne, la chasse aux sorcières, le nazisme, l'acquisition, les bagnes d'enfants, la grippe espagnole, le goulag, la tuberculose, les sacrifices humains, le génocide des Indiens, des Juifs, des Arméniens ?» Après, elle me raconte l'histoire qui se termine en général par des millions de morts. Pour quelqu'un qui débute dans la vie, elle est vraiment encourageante. Vu comme les gens se sont mal tenus depuis la nuit des temps, vu comme ils ont été voleurs sanguinaires et irrespectueux sous leurs petits airs hypocrites, je trouve qu'on n'a pas tellement de reproches à me faire au titre de nouvelle génération. Pas sûr que je fasse mieux, mais il sera difficile de faire pire. Franchement, ça donne de l'espoir, c'est le principal. Donc après, le texte documentaire porte sur, moi je donne des chiffres sur voilà, la mortalité, les âges auxquels les gens meurent, par exemple, le gain de l'espérance de vie, les vaccins, voilà, un tas de trucs, la médecine. Bon, comme quoi il y a quelques progrès. Et après, peut-être vous les connaissez, mais il faut que je vous les dise, c'est trop bien, parce que dans la petite anecdote qui est rajoutée à la fin, j'ai trouvé, c'était France Culture qui avait mis ça sur un de ces trucs, c'est des citations. Alors, première citation. Cette jeunesse est pourrie depuis le fond du cœur. Les jeunes gens sont malfaisants et paresseux. Ils ne seront jamais comme la jeunesse d'autrefois. Inscription trouvée sur une poterie vieille de plus de 3000 ans dans les ruines de Babylone. Deuxième citation. Il y en a 3, vous allez voir, ça rend content. Je n'ai plus aucun espoir pour l'avenir de notre pays si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain, parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue, simplement terrible. Hésiode, 720 avant notre ère. Troisième. Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. Socrate, 400 ans avant notre ère. Et je fais une petite conclusion. Les vieux non plus n'étaient pas plus aimables avant. Voilà. Alors après, je ne sais pas si vous voulez que je vous en lise encore un. Et puis après... alors, je ne sais pas, je pourrais vous donner une... Alors, je ne sais pas, il y a les arbres, il y a les animaux, il y a... L'action à la fin, en fait, c'est un peu moins drôle. Ouais, je peux essayer, hein. Alors ça, c'est protester, c'est le premier, protester. Alors, ça s'appelle « On n'a plus le droit de parler maintenant ?» « Tu ne peux pas arrêter de râler 5 minutes, a dit mon père. Non, j'ai répondu, suite à quoi j'ai dû me réfugier dans ma chambre pour fuir les persécutions. Sincèrement, pourquoi j'arrêterais de râler? Si j'ai froid, si la prof de français est atroce, si j'ai mal au ventre, s'il pleut, si je suis fatiguée à cause de l'heure d'été, qui râlera à ma place? Personne, c'est clair, il faut bien que je m'y colle. Donc on ne peut pas dire que je râle par plaisir, je râle par nécessité.
Par ailleurs, les autres aussi râlent, y compris contre moi. Personnellement, ça ne me gêne pas, c'est justifié. Chacun doit râler pour son propre compte. C'est un droit humain qui n'est pas assez respecté aujourd'hui, à mon avis. Je pense même que chacun devrait râler pour le compte des autres. Je trouve très égoïste que les gens râlent seulement pour leurs soucis à eux. D'accord, ils ont raison de se défendre, mais quand on est capable de râler pour soi, il serait généreux d'en faire profiter les autres. Entre ceux qui dorment par terre dans la rue et ceux qui tendent la main pour avoir des centimes d'euros, on manque pas d'occasion. C'est vrai quand même. On dirait qu'on est dans un pays de misérables complètement pouilleux où personne n'a de quoi filer un coup de main. Alors qu'il y a des magasins partout, des publicités filmées sur des tableaux lumineux et des œuvres d'art super moches dans les squares. Et soi-disant qu'il n'y aurait pas de sous, n'importe quoi. À la fin, les seuls qui sont vraiment fâchés de la situation, ce sont les enfants, surtout les petits. Et ça, c'est vrai, si vous promenez avec des gosses, regardez. Ils ne comprennent pas qu'on ne s'organise pas un peu mieux pour que tout le monde dorme dans une chambre. Les autres se sont bien habitués. Ils font semblant de ne rien voir, ils font comme si tout était normal. Et oh, c'est pas normal du tout. Arrêtez de faire comme si tout se passait bien. Râlez un peu, les gens. Chacun doit râler pour le compte des autres. C'est un autre droit humain que je trouve assez peu utilisé en ce moment. Moi, les 5 minutes où j'arrêterai de râler, j'aurai l'impression de renoncer aux droits humains pendant 5 minutes. Pas question. Mon père en pense ce qu'il veut. S'il a quelque chose à dire, qu'il râle. C'est son droit, après tout. Donc ça, c'est l'idée de râler. Donc ça explique qu'en fait, on n'a jamais rien obtenu sans des gens qui pointaient le problème et manifestaient. Donc après, le deuxième, c'est... ce sera sans moi. Vous voulez que je vous le lise aussi, parce que c'est... mais il est moins drôle que les animaux. Non, je vais vous lire les animaux. De toute façon, après, il parle de désobéissance civile et après, il dit qu'il faut se battre, mais que se battre physiquement, on finit toujours par perdre, parce que les autres ont des meilleures armes, mais qu'il y a d'autres moyens, et notamment, actuellement, en tout cas, c'est la justice, les procès, avec les grands procès qui sont faits, voilà. Oui, et puis aussi, qui peuvent être intentés maintenant dans certaines législations, intentés par les vivants non humains. Puisqu'il y a donné un statut juridique aux fleuves, aux lacs, aux espèces animales et même végétales. Ça, c'est un... voilà, ça, c'est sur la cantine, parce que la cantine, c'est un problème. Ça me rend dingue, la cantine, en fait. Ça me rend dingue parce que, en fait, je vais vous le dire, ils disent que c'est bon. C'est du flan, c'est faux. Voilà, ce n'est toujours pas bon. Alors, si je ne peux pas manger ça, personne ne mange à la cantine. Je veux dire, tout le monde va à la cantine et personne ne mange. On regarde le plateau et on prend les morceaux de pain et le yaourt. Je suppose que le reste part direct à la poubelle. On devrait installer un gros compost et une porcherie dans tous les établissements scolaires. Au moins, ça ferait des heureux dans la famille lombric et cochon. J'exagère, quelquefois il y a des frites, mais généralement, quand même, c'est la honte. Quand j'étais petite à l'école, on faisait la semaine du goût une fois par an. C'est bizarre, à quoi ça sert d'apprendre le goût aux enfants si en même temps ils mangent à la cantine ? Ma mère prétend qu'elle a mangé dans une cantine scolaire bio une fois, et que c'était meilleur que chez ma grand-mère. Mais bien sûr, c'était à 300 km de chez nous, c'était à Grande-Synthe. Pas de chance une fois de plus. Elle a mangé du vrai poulet, je vous jure, ça c'est vrai. Elle a mangé du vrai poulet rôti croustillant et des vraies pommes de terre sautées dorées et de la vraie salade croquante. On se demande comment c'est possible. Nous, on a des plateaux avec dessus des légumes, on ne sait pas ce que c'était avant d'être bouilli, des nouilles en purée et un morceau de machin marron. Il paraît que c'est de la viande. Viande. Même le mot me dégoûte. Je peux pas croire que le machin marron a fait partie d'un animal un jour. Pauvre bête. Où elle a grandi, comment elle est morte et comment elle s'appelait. Ce serait la moindre des politesses d'avoir quelques informations sur qui on mange, son nom au moins. Personnellement, si je devais être mangée, je voudrais qu'on sache que c'est moi qu'on mange. Ça me plairait qu'on pense à moi et même qu'on me fasse des remerciements, une sorte d'hommage, quoi. Déjà, c'est pas drôle d'être mangé, mais si c'est pour se sentir insulté en plus, c'est trop humiliant. Si quelqu'un a déjà regardé une vache dans les yeux, il sait qu'elle n'a pas mérité de se faire humilier. Je ne crois pas que les légumes se sentent tellement humiliés. Ils ont plutôt des problèmes d'empoisonnement chimique, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les informations. Je signale toutefois qu'ils ne sont pas coupables, et qu'il ne sert à rien de vouloir les punir en leur enlevant l'allure et le goût. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui préparent les plateaux ? C'est la grande question. Et là, pour une fois, je n'ai pas de réponse. Et donc, après, ça s'appelle le grand gâchis. Tout ce que tu laisses sur ton plateau va finir à la poubelle, c'est elle qui s'empiffre. Mais ça, c'est pas pour dire aux gosses qu'ils doivent manger ce qu'il y a sur le plateau. Hein. Moi, je dis, ne mangez pas ce qu'il y a sur le plateau.
Alors, c'est du cultivateur au consommateur, on jette sans complexe. Résultat, 1/3 de la nourriture produite dans le monde est détruite. C'est dément quand même. 1,3 milliard de tonnes pour la planète, 160 kilos par habitant et par an, 9 millions de tonnes en France. Bon, bref, là, il y a toute une série de... Et pourquoi, voilà. Et après, en même temps, si ce n'était pas mauvais, cette cantine, les élèves mangeraient. Dommage que les industriels de la nourriture fournissent la majorité des cantines. Dommage que les menus soient choisis plus pour leur qualité économique que gastronomique. Déjà, la nourriture n'est pas bonne, mais en plus, il est rare qu'elle soit entièrement saine. Bon, voilà, et ainsi de suite. Après, c'est bien... Les enfants, ils sont très aptes à comprendre, à assimiler des données économiques et politiques et les traiter comme des mineurs n'est pas loyal. En fait, ils sont mineurs et il faut les traiter comme des personnes, comme des personnes qui pensent, quoi. Et ben voilà. Marie, ouais. Une petite seconde. Est-ce que tu as fait des rencontres déjà avec des profs avec ce livre-là, quand même? Je suppose, c'est déjà en cours. J'en ai fait avant, en fait, parce que j'ai travaillé avec des classes qui travaillaient sur l'écologie avec leurs maîtresses. Et le livre est dédicacé à une classe à l'école Gustave Rouanet dans le 18e arrondissement, avec une maîtresse qui est formidable. Ils ont un potager sur le toit. Et voilà, ils sont vraiment bien. Donc, sur ce livre-là, non, je l'ai lu en cours de route pendant que j'étais en train de l'écrire pour voir la tête dans des classes de collège ou des CM2 ou même des CM1. Et je voyais bien sur la tête des lecteurs qu'ils n'étaient pas très loin de ce que je disais, en fait, que c'était quelque chose qu'ils comprenaient bien. Après, je vais en rencontrer, mais le livre, il est sorti en septembre, et il y a une chose je pense qu'il est pas mal lu en famille, et il est encore en rupture, là. Il a été 2 fois en rupture, et c'est la 3e fois, ouais. Et voilà, et c'est pareil, je me dis que ce qui est bien, c'est que c'est un livre qui touche les adultes, en fait. Parce que c'est tellement partout, tellement dur à penser, et organiser sa pensée, en fait. Et ça, je dis pas que c'est la bonne façon, mais c'est une des façons d'organiser sa pensée et de le faire dans la cuisine avec les gosses, quoi, de lire les passages. Oui, et ce que tu disais préalablement à ta lecture, à ton explication, c'est ça, c'est que là, on doit coopérer avec les plus jeunes, puisque on est dans la même situation. Donc les questions se posent et on a plus ou moins les réponses. Donc il y a une vraie nécessité, comme avec la grand-mère dans moi, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ce qu'on leur dit. C'est-à-dire, on renonce pas à son rôle, à sa place, à son rôle. C'est-à-dire, ça fait 61 ans que je suis formée à l'école de la vie. Voilà, je suis censée en avoir appris quelque chose qui doit servir aux autres, en fait. C'est plutôt l'idée du service. En revanche, la notion de l'autorité omnisachante et imposant et tout ça, là, si je le fais, non seulement c'est bête, mais en fait c'est faux. Enfin, c'est mal. Puisque moi, dans la grande ruine, en fait, c'est l'espace de ma vie. C'est-à-dire, sur l'espace de ma vie, la planète se fout en l'air à partir des années 50, puisque c'est absolument exponentiel et ça continue maintenant, puisque encore plus de 26% d'utilisation de pesticides l'année dernière. Mais alors, moi, dans les années 70, en plus, j'ai moyen de savoir, parce que les gens qui ont mon âge, on a eu René Dumont qui s'est présenté quand même. Donc, L'Afrique noire et mal partie est un livre que j'avais lu avant 20 ans. Après, il y a eu les années 80. Donc, après, et après, qu'est-ce que je fais? Je travaille, j'élève des gosses et je pense plus à rien. Enfin, si, je pense à rien, je pense à quelque chose de loin. Mais c'est en train de se passer, là. Donc, ma vie est le moment de ça. Moi, je suis collabo dessus. Donc, quand arrive le moment où il y a la génération qui arrive, doit affronter ça, où les enfants comme mes enfants se disent, est-ce que moi-même, je mets des enfants au monde? Parce que c'est une question que se posent beaucoup de trentenaires maintenant, ou de vingtenaires. C'est-à-dire, ils ne savent pas s'ils sont légitimes à mettre des enfants au monde. Et il faut juste que je réfléchisse à la manière dont je parle, quoi. Voilà. Et encore une fois, il y a ce lien qui est assez étrange, avec le lien avec la génération qui vous suit, avec les enfants, comment on se situe face à eux. Parce que oui, on a à leur apprendre, mais on a beaucoup à changer dans la manière d'apprendre. Et d'ailleurs, on apprend avec eux. Il y a ça aussi. En fait, comme vous voyez, c'est une pensée qui est toujours en cours, c'est pas très élaboré. Mais ce qui est certain, c'est que
mais les professeurs ont également besoin de vous. Enfin, et tout le monde a besoin de tout le monde, je pense, en ce moment. Et il y a un collectif qui s'est créé, faut pas l'oublier, en janvier, il y a un an, qui s'appelle les Enseignants pour la planète, qui accompagne par exemple les éco-délégués, enfin qui accompagnent tous leurs élèves. Mais on les a rencontrés et moi j'ai été stupéfiée de constater, parce que c'est une professeure de lettres qui m'a dit qu'en fait en lettres ils sont très très peu à faire partie de ce collectif qui commence à prendre un petit peu d'ampleur. Il y a beaucoup de profs des sciences dures, mais très très peu de profs de sciences humaines. Je crois qu'ils étaient 3 en France en lettres, parce que nous on avait envie d'y aller avec eux et vous, mais voilà. Mais ce collectif existe quand même, c'est important. Ouais, après ça va dépendre des endroits, parce que pour une bonne partie des éco-délégués, il y en a un tas où c'est de l'enfumage complet, hein. C'est ça qu'il faut voir. Donc sur certains établissements, ça dépend des individus. Tu vas avoir des gens qui sont vraiment impliqués, qui comprennent l'ampleur et qui peuvent effectivement agir et apprendre et développer avec... C'est moins apprendre aux enfants des comportements que développer avec les enfants des comportements, voilà, à un tas de niveaux en fait, hein, que ce que ça porte sur l'alimentation, l'utilisation de tout en fait, le recyclage de tout, les potagers, les entours de l'école et tout ça. Mais il y a un tas d'endroits où on fera des éco-délégués, il sera comme les délégués de classe, quoi. Ça sera les potiches complètes. Enfin, il faut pas être dupe non plus parce que c'est... Tout le monde sait bien qu'il y a un problème. Donc on va donner des gages. Mais en fait, les gages, ouais, faut s'en méfier. Après, pour les profs de français, ne me mets pas sur le terrain des profs de français, parce que tu sais que... En revanche, je trouve que les profs d'histoire devraient s'y mettre. Parce que c'est extrêmement intéressant, l'histoire de l'environnement, en fait. Il y a plein de trucs qu'on découvre, même avec les outils de mesure scientifiques. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Enfin, moi, ça m'avait absolument passionné de découvrir qu'en Amérique du Sud, en fait, en faisant des carottes ou des études du ciel et tout ça, on découvrait qu'il y avait des immenses sociétés qui s'étaient développées le long des fleuves et qu'il y avait des routes et des villes dont on n'avait pas idée et qui avaient été décimées par l'arrivée des bactéries qui venaient d'Europe. Donc 90% de la population ont disparu quand même. Et il y a eu une chute de la température du globe à ce moment-là. Donc en fait, les outils scientifiques mêlés à l'histoire, l'étude de l'environnement, je trouve ça vraiment très très excitant. Je ne sais pas si c'est dans les programmes après, la façon dont tout ce truc est organisé, c'est pas renommé. Et ce que tu dis, il y a à Grenoble, à l'université de Grenoble, un département de recherche scientifique qui a créé un programme international qui s'appelle Ice Memory, donc la bibliothèque de glace. On y est allé avec Lisette. Donc ils font du carottage dans les plus grands glaciers qui restent encore susceptibles d'être carottés. Il y en a encore. Carottes qui sont placées dans l'Arctique. Sans construction aucune, pour les générations futures. Et comme tu le dis, on peut lire l'histoire du dérèglement climatique, de la civilisation à travers ce... Mais de toute façon, ce qui est génial c'était toujours la même chose, c'est la question de désir. C'est que, je crois qu'on dit transdisciplinaire. Il y a rien n'est pas, on peut tout mettre dedans, quoi. Le moment où on commence à réfléchir là-dessus, évidemment, il y a les outils comme les maths, il y a le français aussi. Enfin, faire un texte, transmettre, se faire comprendre, faire circuler les données, développer les émotions. Donc, il y a énormément de choses. C'est très, très utile. Et puis après, il y a la connaissance. Hein, je sais pas, tout est concerné. C'est juste très, très excitant. Je vais pas dire vive le dérèglement climatique, mais... Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.